Bonjour chers spectateurs, ici la chaîne Crossmota. Dans ce reportage, je voudrais vous parler des aéromotos, ou comme on les appelle dans le monde anglophone, des overbikes. Je vais vous parler de leur histoire, de leur concept, de quelques modèles, et nous discuterons un peu de leurs problèmes et de leur sécurité. En parallèle avec des constructions assez familières pour nous, dans ce reportage, nous croiserons aussi des concepts de voitures volantes et des prototypes qui ressemblent franchement à des ovnis. En somme, cela devrait être intéressant. Préparez-vous un thé, prenez des gourmandises, installez-vous confortablement devant l'écran, nous commençons. L'humanité a toujours cherché, avec plus ou moins de succès, à aller plus loin et plus haut. Légendes, mythes, récits et contes relatent les tentatives humaines de surmonter la gravité terrestre. Les anciens dieux pouvaient se déplacer dans les airs sur leurs chars, et certains même sans aucun dispositif. Des exemples plus réels pour l'histoire sont Léonard de Vinci, les frères Montgolfier et d'autres ingénieurs, ainsi que des passionnés portés par leurs idées, comme par exemple les frères Wright américains. L'histoire a commencé avec eux, l'ère moderne de la construction aéronautique. Comme pour toute technologie, l'efficacité des appareils volants a augmenté avec le temps, et les concepteurs obtenaient plus de possibilités pour créer de nouveaux moyens de transport aérien, souvent révolutionnaires. Et, sans doute, l'idée d'un moyen de transport aérien compact et individuel a commencé à captiver l'esprit des ingénieurs et des écrivains de science-fiction dès qu'il est devenu évident qu'une structure plus lourde que l'air pouvait voler. Le terme aéromoto désigne une moto volante, un aéronef ultra léger destiné au transport d'une ou deux personnes, ou éventuellement au transport d'une charge de masse équivalente. Aujourd'hui, on imagine très probablement un engin doté d'un certain nombre d'hélices ou de moteurs à réaction, avec un pilote assis à califourchon sur cette merveille, comme sur une moto classique. En étudiant les documents historiques, j'ai été stupéfait par mes découvertes. L'histoire connaît des tentatives de création de motos volantes tellement audacieuses qu'on en reste bouche bée. Pour commencer, faisons connaissance avec les pionniers de la théorie et de la réalisation pratique de l'aéroplane à décollage et atterrissage vertical. Le développement de l'avion à décollage et atterrissage vertical remonte à 1909 avec l'ingénieur russe Boris Grigorievitch Loutsky. Le deuxième sur ma liste est le pionnier roumain de l'aviation, Henri Coanda. En réalité, on pourrait parler d'Henri pendant très longtemps, jusqu'à en faire un sujet séparé d'au moins 1 heure. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'Henri Coanda a construit le premier avion au monde équipé d'un moteur à réaction. Et ce qui est encore plus important pour notre sujet d'aujourd'hui, il a développé le concept d'une aile porteuse en forme de soucoupe, avec une hélice placée au centre. Un autre schéma d'aéroplane à décollage et atterrissage vertical, avec un corps porteur en forme de disque et un ventilateur placé à l'intérieur, a été proposé par l'académicien Boris Nikolaïevitch Youriev en 1921. Le premier multicoptère ayant réussi à décoller du sol a été construit en 1922 par l'ingénieur aéronautique russo-américain Gueorgui Batezat. L'inconvénient des premiers appareils de ce type était la transmission complexe, qui transmettait la rotation d'un seul moteur à plusieurs hélices. L'invention du rotor de queue et du plateau cyclique a mis fin à ces tentatives. Les nouveaux développements des multicoptères ont commencé quelque part dans les années 1950, mais ils n'ont pas dépassé le stade des prototypes. Vous pouvez bien sûr vous indigner. Eh oh, pourquoi avons-nous besoin de ces pionniers de l'aviation ? Dépêche-toi de nous parler des quadricoptères géants. Pourtant, où voulais-je en venir dans cette partie du récit ? C'est pour dire que les principaux postulats de l'aérodynamique ont été formulés assez rapidement après le premier vol des frères Wright, au début du XXe siècle, et la physique, bordel, n'a pas changé d'un iota en 100 ans. Et, comme il s'avérera à la fin de l'histoire, la plupart des tondeuses à gazon à hélice examinées ne sont capables que de soulever des rivières, de faire du bruit publicitaire et d'augmenter le niveau d'adrénaline du pilote de cet engin pendant, 20 minutes maximum.
Mais pour mettre les points sur les i, il nous faut nous familiariser avec les motos volantes entrées dans l'histoire. Bien sûr, je ne compte pas tous les énumérer, un peu plus d'une dizaine nous suffira amplement. Sur la base du concept d'une aile en forme de disque avec une soufflante à l'intérieur, la société canadienne Avro Aircraft a commencé en 1955 à mener des recherches sur un appareil à décollage vertical à réaction, doté d'un corps circulaire en forme de disque et d'un dispositif pour créer un coussin d'air lors du décollage. Il était supposé qu'un tel schéma, avec des ventilateurs de sustentation entraînés par un turboréacteur, avait été proposé en 1947 par l'ingénieur anglais John Frost. Grâce à l'utilisation d'un coussin d'air, il nécessiterait, lors du décollage, moins de puissance que les avions à réaction classiques à décollage et atterrissage verticaux. En 1959, dans le cadre d'un contrat avec l'armée et l'US Air Force, la construction d'un appareil expérimental à décollage et atterrissage verticaux à fuselage en forme de disque a été achevée. Il a reçu la désignation officielle et le nom de VZ-9TV Aerocar, plus connu sous le nom de Flying Saucer ou soucoupe volante. Les premiers essais du VZ-9V ont commencé le 5 décembre 1959. Il effectuait de courts vols en étant attaché et fut bientôt transféré pour des essais à la base aérienne d'Edwards. Le premier décollage, avec transition vers le vol horizontal, a eu lieu le 17 mai 1961. Les essais ultérieurs de l'appareil à décollage et atterrissage verticaux, VZ-9V Aero, ont montré qu'il ne possédait pas une stabilité suffisante. De plus, les pannes récurrentes de son groupe motopropulseur et de son système de contrôle ont conduit à l'arrêt de ses essais, malgré les perspectives d'utilisation largement médiatisées. Le projet a été abandonné. Voici un autre appareil fou, moins ressemblant à un ovni, datant du milieu des années 50, appelé HZ-1 Aerocycle. Un hélicoptère personnel, développé par la société The Lechner Helicopters. Le commanditaire de l'appareil était l'armée américaine, qui souhaitait offrir à ses soldats un moyen de transport pratique. L'aérocycle était une plateforme à laquelle étaient fixés, en dessous, 2 rotors tournant dans des directions opposées, avec des pales de 2,3 mètres de long. Ils étaient actionnés par un moteur 4 cylindres d'une puissance de 43 chevaux. Selon les spécialistes de l'entreprise conceptrice, l'appareil pouvait atteindre une vitesse de 105 km/h, transporter 55 kg de charge utile, en plus du pilote, et rester en l'air pendant 1 heure. Son premier vol captif a eu lieu le 22 novembre 1954, et en janvier 1955, le premier vol libre a été effectué. Les essais du HZ-1 ont été réalisés par le pilote professionnel Selmer Sandby, qui s'est porté volontaire pour cette folie. Après que l'appareil ait effectué 160 vols pour un total de plus de 15 heures de vol, les essais ont été jugés suffisamment prometteurs et l'armée américaine a commandé une douzaine d'exemplaires. Son vol le plus long a duré 43 minutes. Il y a également eu des incidents. À plusieurs reprises, les pales des 2 hélices se sont touchées, ce qui a entraîné leur déformation ainsi qu'une perte de contrôle de l'appareil. On supposait que n'importe qui pourrait piloter l'aérocycle après une formation de 20 minutes. Cependant, ce n'était que des fantasmes de hauts responsables militaires. Sandby lui-même en doutait fortement. Le danger venait des énormes pales, qui pouvaient effrayer une personne, même si la position du pilote était maintenue par des ceintures de sécurité. Les ingénieurs n'ont pas résolu les problèmes techniques et le projet a finalement été abandonné. Sur les 12 hélicoptères personnels commandés, un seul a survécu. Il est exposé dans l'un des musées américains. D'ailleurs, Selmer Sandby a reçu la Croix du Mérite aéronautique pour son service et sa participation aux essais du HZ-1. Et voici l'histoire de la technologie créée par Paul Moller. Mais ne vous empressez pas de l'admirer. Paul a commencé ses travaux sur un appareil volant léger en forme de disque dès les années 60 du siècle dernier. Il a déjà promu son projet Disco Disco Jet en 1974, avec une certification et un lancement de la production prévu pour 1976. Cependant, en 1976, l'ingénieur s'est contenté de publier des photos d'une maquette avec 8 moteurs, une bulle centrale et une dérive arrière basse. Le Disco Disco Jet n'a jamais vu le jour, bien que le M200X ultérieur lui ressemble beaucoup.
Le M200X est en fait un prototype de soucoupe volante, tout comme les modèles suivants, Volantor et New Era. Moller a annoncé une vitesse maximale de 160 km/h et une autonomie de vol de 300 km. Les pales sont entraînées par 8 moteurs Wankel à faibles émissions, fonctionnant avec un mélange de 70% de bioéthanol et 30% d'eau M200X. M200X VVV, la version de série proposée du M200. M200X GN.E.R.A, M220 qui est considéré comme certifié pour voler au-dessus de la limite EVE-AA à 3 mètres.V. Un prototype de voiture volante Skycar M400 a également été développé par Paul. La blague, c'est que depuis plus de 50 ans, Paul Moller nourrit ses partisans de promesses. Aucun des prototypes n'est encore entré en production de série. Moller et son équipe affirment qu'il y a déjà eu plus de 200 vols d'essai du M200G New Era, bien que ces vols reposent sur l'effet de sol. Moller avait prédit que le M200G serait prêt à la vente au début de l'année 2008, avec pour objectif de produire 250 unités par an. Mais cela ne s'est pas produit. Selon l'entreprise, en fonction de la demande, le M200G pourrait coûter environ 100 000 $ aux États-Unis. D'après les dernières informations, Paul a présenté le prototype du M200G New Era, qui a démontré la capacité de voler hors de l'effet de sol. Cependant, Moller n'a présenté aucune preuve confirmant les caractéristiques promises. La promesse de Moller, selon laquelle l'apparition de ce miracle était imminente, s'est avérée être une fiction pendant de nombreuses années. En 2009, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a poursuivi Moller en justice. En général, cette histoire m'a beaucoup rappelé le miracle de la roue moteur de Doudouinov et d'autres projets destinés aux citoyens crédules. Et au fil des années, Moller a réussi à attirer plus de 200 millions de $ d'investissement dans son projet. Un plan magnifique. Walter, c'est tout simplement génial si j'ai bien compris. Le premier véritable overbike a été présenté en 2006 par l'inventeur néo-zélandais Chris Meloy. En fait, le Meloy Overbike est un quadricoptère monoplace qui possède 2 hélices à l'avant et 2 à l'arrière avec un chevauchement partiel. Par la suite, Chris Meloy a fondé sa propre entreprise aéronautique, Meloy Aeronautics, qui est basée sur l'aérodrome de White Waltham, au sud-ouest de Londres, au Royaume-Uni. L'entreprise gère le développement commercial et la production de la moto volante. Cette conception diffère de la première par un nombre d'hélices réduit de moitié. D'ailleurs, l'appareil a participé au Salon automobile de Paris en 2015. L'overbike est fabriqué en fibre de carbone et en aluminium, et il est propulsé par un moteur à essence de 1170 cm3. Et d'après les photos, il s'agit d'un moteur boxer de BMW. Il est affirmé que l'appareil peut atteindre une vitesse de 150 km/h, et son autonomie de vol est de 100 km. En même temps, le plafond pratique est de 3 km, et la charge utile maximale est de 130 kg. Vous pouvez déjà acheter la moto volante pour 40 000 $. La seule précision, vous achetez un appareil pour des essais. Ainsi, vous aiderez Chris avec les données statistiques. Ainsi, vous accélérerez la préparation de l'appareil pour la production en série. Au fait, quelles sont les statistiques concernant les accidents parmi les pilotes d'essai ? Chris Meloy, cependant, est plein d'optimisme et pense que de petites séries de motos volantes pourront être lancées dans les prochaines années, puis une production plus importante pourra être mise en place. D'après le site officiel de Meloy Aeronautics, Chris fait activement la promotion de ses développements auprès des agences militaires, des services de secours et des amateurs de sensations fortes. Son entreprise fabrique également des drones sans pilote. Une autre moto volante intéressante, appelée Flyke Tricopter, a été développée par la société hongroise Bay Zoltán Non-Profit. À l'origine, l'organisation était un mélange d'instituts et de fondations, fondée en 1992 dans le but de développer la technologie avec le soutien du gouvernement. En 2011, l'organisation a été transformée d'une fondation en une société à but non lucratif. Le tricopter Flyke a été développé par Robert Kovacs de Hongrie. Le démonstrateur technologique Flyke possède un cockpit ouvert, une vitesse maximale de 100 km/h, une charge utile allant jusqu'à 100 kg, une autonomie de vol de 30 à 40 minutes. Il est équipé de 6 hélices, de batteries comme source d'énergie
et de trains d'atterrissage fixe. L'appareil pèse environ 250 kg et peut atteindre une altitude de 30 mètres. Le coût s'élève à environ 200 000 $. La société a effectué son premier vol le 7 mars 2015 sur l'aérodrome de Miskolc, au nord-est de la Hongrie. Le 30 avril 2015, l'appareil a effectué son premier vol habité d'une durée de plus d'1 minute. À l'époque, la presse a beaucoup parlé du développement des Hongrois. Et d'après les informations de leur site, une start-up appelée ByGravity a été fondée, qui développe le prototype Flyke 2. Et ils essaient de lancer une petite production en série grâce au capital risque. Voici l'histoire d'une start-up à laquelle participent des ingénieurs de Russie, des États-Unis, d'Ukraine, d'Israël et de Lettonie. Oversurf. La première démonstration publique de la moto volante Scorpion 1 a eu lieu en juin 2016 à Skolkovo. Le spectacle n'était pas captivant. L'Overbike et son pilote, sous quelques applaudissements, se sont élevés plusieurs fois à moins d'1 mètre de hauteur. Cependant, 1 an plus tard et après 2 millions de $, le Scorpion 3 Plus, perfectionné, a survolé la piste du Moscow Raceway, puis a été présenté lors des essais à Dubaï. Le Scorpion 3 possède les caractéristiques suivantes. Vitesse maximale de 100 km/h. Hauteur de vol sécurisée de 5 mètres au-dessus du sol. Puissance des moteurs de 33 kW chacun. Batterie lithium-manganèse-nickel d'une capacité de 12,3 kWh. Le temps de vol réel est de 10 à 25 minutes. Le prix de l'Overbike Scorpion 3 est de 150 000 $. En ce moment, sur l'écran, vous voyez un appareil assez atypique. Lazaret LMV 496. Il est unique parce qu'il peut rouler sur les routes comme un quad, et en appuyant sur un bouton, il se transforme en overbike en 60 secondes. Conçu par l'ingénieur français Ludovic Lazaret, l'appareil pèse 140 kg. Au centre de chaque roue se trouve une turbine à réaction JetCut tournant à 96 000 tours par minute. L'invention de Lazaret a été testée par son amie Vanessa à 21 mètres. Le prix estimé est de 560 000 $. Et c'est pour un appareil qui ne roule pas très bien sur la route et qui ne se précipite pas non plus vraiment dans les airs. Les gars de la société Jetpack Aviation, connue pour la fabrication de sacs à dos à réaction, ont également proposé un concept de moto volante à propulsion par réaction. Mais ils n'ont pas tenté de croiser un bulldog avec un rhinocéros comme Lazaret. Il est annoncé que le speeder peut atteindre une vitesse de 240 km/h, voler à une altitude allant jusqu'à 1,5 km, mais le temps de vol est limité à 30-40 minutes, après quoi il faut refaire le plein. Il convient également de mentionner les motos volantes récemment médiatisées JetCut, Sun One et X-Turismo Overbike. Et maintenant, je vais vous montrer quelques autres concepts de véhicules aériens légers. Jetman ou Jetwing est en fait un jetpack à ailes développé par Yves Rossi. L'une des particularités du projet est l'absence totale de mécanisation de l'aile. Le contrôle de l'appareil se fait en déplaçant le centre de gravité. Dans l'appareil d'Yves Rossi, l'aile est fixée rigidement sur le dos et le pilote contrôle le vol uniquement en bougeant les bras, les jambes et la tête. La maniabilité permet aussi d'effectuer des figures de voltige avancées. Au début, l'appareil volant ne permettait pas de décoller depuis le sol. Cependant, dès décembre 2019, Yves Rossi a testé un modèle amélioré de combinaison à réaction qui permet un décollage et un atterrissage verticaux. Un parachute est utilisé pour la sécurité. En plus du parachute d'atterrissage et du parachute de secours, l'aile d'Yves Rossi est également équipée de son propre parachute, qui permet un atterrissage en douceur au cas où il serait nécessaire de la larguer. Le poids du sac à dos du modèle 2012 entièrement rempli de carburant, soit 30 litres de kérosène, est de 55 kg. L'envergure de l'aile est de 2 mètres. La vitesse maximale est de 300 km/h. La durée du vol avec le plein est de 10 minutes. Les performances se sont améliorées, augmentant vitesse et durée du vol. Le deuxième appareil atypique est l'Opener Blackfly, un appareil de vol personnel américain à décollage et atterrissage verticaux avec propulsion électrique, développé par l'ingénieur canadien Marcus Leng.
Il a été présenté publiquement en 2018, après 9 ans de développement. Le fabricant affirme qu'il s'agit du premier avion ultra léger entièrement électrique au monde, doté d'une aile fixe et capable de décollage et d'atterrissage verticaux. La première version expérimentale a été lancée par Leng le 5 octobre 2011. L'avion est fabriqué en résine époxy renforcée de fibres de carbone et dispose d'un système de propulsion entièrement électrique, alimenté par batterie. Il possède également 2 ailes en tandem autoportantes de 4,15 m à l'avant et à l'arrière du fuselage court. L'Opener Blackfly peut se vanter d'un poids de 142 kg. Il est capable de transporter 110 kg de charge utile, avec une autonomie de 60 km, une altitude de 570 mètres et une vitesse de 130 km/h. La principale différence entre les deux derniers exemples d'appareils volants est la présence d'une aile. Et maintenant, on peut passer en toute confiance à l'examen des principaux problèmes des motos volantes. Il convient de noter tout de suite que l'aérodynamique et la dynamique de la plupart des overbikes modernes reposent sur la physique du vol d'un hélicoptère avec 2 rotors porteurs ou plus. Et cela place immédiatement les prototypes expérimentaux dans le hangar des inventions oubliées du transport individuel. Et parce que la portance de l'aile porteuse n'est pas utilisée comme l'ont fait les grands ingénieurs aéronautiques du passé. D'autant plus que l'effet de sol à basse altitude, ou autrement dit le ground effect, n'est pas utilisé, alors qu'il augmente la charge utile et la vitesse avec une faible puissance moteur, car c'est important et d'actualité. Cela permet d'économiser de l'énergie. Mais il se trouve qu'un overbike moyen dépense la majeure partie de son énergie à vaincre la gravité, au lieu d'utiliser des surfaces aérodynamiques pour planer dans l'air et de consacrer l'essentiel de l'énergie au mouvement vers l'avant. C'est justement pourquoi je vous ai cité Jetwing et Opener Blackfly en exemple. Et là vous dites « Ah, attends, tu veux dire que tous ces hachoirs électriques, c'est de la poudre aux yeux ? C'est de l'arnaque ! Pourtant on nous disait « Attends quelques années, on volera tous. On oubliera les nids de poules, ce sera plus simple pour les services routiers. » Les amis, enlevons de lunettes roses. Les moteurs thermiques modernes et économes, ainsi que les moteurs électriques sont tellement puissants qu'ils peuvent faire décoller n'importe quel appareil volant à la verticale. Mais cette puissance et cette efficacité sont exploitées comme au siècle dernier. Beaucoup de bricoleurs négligent la théorie et l'aérodynamique, créant des prototypes médiocres avec une méthode pseudo-scientifique. Même le groupe Kalachnikov tente sa chance dans la construction d'un appareil de vol individuel ultra léger à décollage et atterrissage vertical dans le domaine des overbikes. Oh mais quelle connerie tout ça! À quoi bon? Pratiquement tout le monde commet exactement les mêmes erreurs dans la construction d'un hélicoptère à configuration multirotor. Ils ont une énorme traînée, il n'y a pas de cellules, le carburant ou l'énergie des batteries ne dure que 20 à 30 minutes. Vous pouvez encore objecter « Attends, bientôt ils vont inventer des nano-accumulateurs miracles à grande capacité, et on pourra voler pendant des jours entiers. Les gars, quand ils les auront inventés, on en reparlera. » La sécurité des vols des motos volantes modernes est à un niveau très bas. Oui, il existe différents systèmes électroniques de contrôle et d'assistance au pilote. Mais soyons honnêtes. Les motos volantes actuelles n'ont pas la grâce d'une moto de route ou même d'un avion. Leur vol ressemble au premier pas hésitant d'un enfant. En cas de défaillance d'une ou plusieurs hélices, la situation peut entraîner des blessures, voire la mort du pilote. Pour utiliser un parachute de secours, il faut une certaine altitude pour qu'il puisse s'ouvrir. À une hauteur de 20 ou 30 mètres, il est absolument inutile. Imaginons une situation hypothétique. L'humanité a résolu la plupart des problèmes liés aux motos volantes. Elles sont devenues sûres, volent longtemps et avec grâce. Ils ont ajouté des carters sur les hélices pour éviter de réduire quelqu'un en charpie par accident. Ils les produisent en masse et en vendent des millions par an. Et maintenant, réfléchissez. Comment organiser la circulation sécurisée de cette foule de motos volantes dans un espace tridimensionnel? Actuellement, l'humanité essaie tant bien que mal d'organiser une circulation sécurisée dans un plan, c'est-à-dire en 2 dimensions. Mais c'est déjà très compliqué. Et malheureusement, des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes meurent sur les routes chaque année. Et maintenant, essayez d'imaginer les défis et les difficultés liées à l'organisation du déplacement des transports dans l'espace tridimensionnel.
Vous imaginez? Voilà les gars, nous avons donc parlé des overbikes ou des motos volantes. Ce secteur est encore assez jeune et il présente de nombreux problèmes et défis non résolus. Le secteur est très intéressant. Je comprends combien de personnes rêvent de voler sur un tel engin. Moi-même, je ne dirais pas non. Mais pour l'instant, je ne vois pas de raison pour que dans 10 ou 20 ans, ce type de transport devienne courant et demandé. Tout d'abord, les militaires vont sûrement s'y intéresser, s'ils ne l'ont pas déjà fait. D'ailleurs, certains overbikes modernes répondent déjà à leurs exigences. Il n'est pas exclu qu'ils soient utilisés par les services de secours ou la police, ainsi que dans différents types de loisirs extrêmes. Voilà comment ça se passe. J'espère que ce sujet vous a intéressé et été utile. Merci beaucoup pour votre attention. Vous pouvez soutenir mon travail, comme toujours, en vous abonnant à ma chaîne et en partageant la vidéo avec d'autres. Vous pouvez également me soutenir financièrement en utilisant les coordonnées indiquées dans le commentaire épinglé. Vous étiez avec la chaîne Crossmoto. À bientôt!